En voici une autre, du 8 mars 1902, toujours sur papier du cabinet du ministre, qui porte le numéro d'enregistrement au Grand Orient 3797. Très cher frère Vadécart, 6 juin, je vous envoie une liste de commandants brevetés, devant par conséquent être à bref délai affectés à un service d'état-major et sur lesquels nous n'avons aucun renseignement. En nous en procurant, vous nous donnerez le moyen de classer dans les états-majors importants et agréables ceux qui seraient par hasard républicains et au contraire de classer les autres dans des endroits comme Gap, Briançon et autres lieux de plaisance. Et maintenant, voici une lettre beaucoup plus récente, puisqu'elle est datée du 12 mars 1904. Mon cher ami, il s'agit toujours naturellement de l'excellent et très serviable frère Vadécart. Il est convenu avec le général Castex, le nouveau directeur de l'infanterie, que désormais nous pourrons obtenir un changement de corps que les officiers qui sont réellement républicains ou tout au moins extrêmement corrects. Il est convenu entre nous que nous nous adresserons au Conseil de l'Ordre et par conséquent au secrétaire général pour le prier de vouloir bien nous procurer des renseignements sur les officiers qui ont envoyé une demande de changement de corps. Vous ne répondez rien, monsieur le ministre de la Guerre? J'ignore absolument l'existence de ces lettres. Vous avez mis du temps à le dire. Il me semble qu'il serait de bonne foi qu'elles me soient communiquées. Je ne les admets en aucune manière, je le répète. Mais il me semble qu'il y en a qui, jusqu'à nouvel ordre, peuvent être considérées comme ayant été faites pour les besoins de la cause. Je n'incrimine absolument personne. Mais j'ai besoin de dire que là où on a trouvé ces lettres, il a pu s'être glissé autre chose que des correspondances réelles. Après cette pitoyable défense, le général André ne trouve rien de mieux que d'exiger la démission du pauvre Molin, coupable d'avoir exécuté les ordres de ses supérieurs. Le gouvernement se maintient grâce à une très courte majorité, mais Guyot de Villeneuve prévoit une nouvelle interpellation le 4 novembre. En attendant, les journaux publient quotidiennement de nouvelles fiches que leurs lecteurs attendent avec impatience. Ce gouvernement a vraiment fait du bon travail. J'espère que ce clérical réactionnaire de Guyot de Villeneuve ne va pas tout anéantir. C'est noble. On se demande comment il en reste tant. À croire qu'on n'a guillotiné personne en 89. Tu t'entends parler? Est-ce là le gentil jeune homme que j'ai épousé? Le père de ma fille? Le futur grand-père de mes futurs petits-enfants? Tout de même, ne me dis pas que tu n'es pas d'accord avec cette note sur le lieutenant-colonel Dorel de Montmarin de Saint-Hérem. Quand on porte un nom pareil, on ne peut pas être républicain. Ben non, on ne peut pas. C'est malin. Tiens, tu t'appelles bien Dubois, mon Alfred. Ça ne t'empêche pas de n'avoir jamais mis un pied hors de Paris. Passe-moi donc ton journal. Cet officier rallié à la République n'en porte pas moins un nom à particules. Il aurait dû faire quoi, le malheureux? Changer de nom? On ne change pas de nom comme ça. Eh bien, moi qui croyais que devenir franc-maçon allait t'aider à rencontrer des gens bien, des gens intelligents, je suis un brin déçu, je ne te cache pas. Ils sont idiots, tes amis délateurs. Aucun de mes amis n'a dénoncé qui que ce soit. Bretonne. Ah ben merci, c'est aimable. Moi aussi je suis bretonne, figure-toi, par ma mémé. Parce que les Bretons, tu sais bien. Oh. Zut, regarde cette fiche-là, tu vas comprendre. Subit l'influence cléricale de sa femme, une Bretonne. Je dois trouver ça drôle? Tu sais bien, les Chouans, Dieu, le roi. Il y a 100 ans, Alfred, 100 ans! Rien n'a changé, ma pauvre Berthe, surtout dans l'armée.
Les journaux publient les fiches et également l'identité de ceux qui les ont rédigées. Avocats, conseillers municipaux, procureurs de la République sont impliqués. Leur hiérarchie va sévir. Ils seront parfois provoqués en duel par les officiers qui les ont fichés. Le maire de Lorient choisit de se suicider. Mais Combes refuse de poursuivre les délateurs de manière systématique en proclamant le droit du gouvernement à se renseigner sur les fonctionnaires auprès d'un délégué, c'est-à-dire, selon sa propre définition, un notable de la commune investi de la confiance des républicains et qui, à ce titre, les représente auprès du gouvernement quand le maire est réactionnaire. Étonnante idée que se fait le président du Conseil de la démocratie et du vote des citoyens. Quant au Grand Orient, il rédige un manifeste où il déclare qu'en fournissant au ministère de la Guerre des renseignements sur les serviteurs fidèles de la République et sur ceux qui, par leur attitude toujours hostile, peuvent faire concevoir la plus légitime inquiétude, il a la prétention non seulement d'avoir exercé un droit légitime, mais encore d'avoir exercé le plus strict des devoirs. Et il ajoute « La République est notre bien à tous. Nous l'avons chèrement conquise, et les maçons, plus que tous autres, peuvent revendiquer l'honneur de l'avoir fait triompher. Sans la franc-maçonnerie, il y a longtemps que la République n'existerait plus. » Arrive le 4 novembre et la deuxième interpellation de Guyot de Villeneuve. Le gouvernement est acculé, il va tomber. À ce moment, Siveton se rue sur le général André et lui administre une magistrale paire de gifles. Ce geste stupéfiant ressoude la majorité. Le ministère est sauvé pour cette fois. Il n'y a pas à dire. Le gouvernement doit une fière chandelle à votre ami Siveton. Ne m'en parlez pas. Un geste inconsidéré qui a ruiné tous nos efforts. Et il s'attendait à des félicitations. Vous comprenez, vous, ce qui a pu lui passer par la tête? Même les militaires fichés prennent parti pour le général André. Écoutez l'abbé, je n'en sais pas plus que vous. C'est incompréhensible. Si Siveton avait été payé par le gouvernement pour saboter notre affaire, il ne s'y serait pas pris autrement. Il voulait venger l'armée trahie. Beau résultat. André a démissionné, mais il a un successeur, alors qu'est-ce que ça change? Il n'y a plus que ce procès maintenant qui pourrait peut-être permettre d'établir toutes les responsabilités. Encore heureux que Siveton ait obtenu de se faire juger aux assises. Cette affaire aura la publicité qu'elle mérite. Le général André aura du mal à soutenir que son intention était seulement, à mérite égal, de préférer un républicain à l'un des nôtres. André, en voilà un qui va tout droit à la déconfiture. C'est égal, avec tous les témoins que Siveton a l'intention de faire appeler à la barre. Je me demande pourquoi l'audience est prévue sur une seule journée. La veille du procès, dont, comme son parti, il espérait tant, Gabriel Siveton est trouvé mort à son domicile. Sans surprise, la droite nationaliste crie immédiatement au crime maçonnique. De son côté, Léon Daudet, ancien condisciple du défunt, rapporte que celui-ci, peu de temps avant sa mort, lui avait rapporté des rumeurs d'attentats contre lui ou les siens. Il se trame quelque chose en ce moment à l'intérieur, lui confia-t-il. Daudet évoque également un rendez-vous 1000 fois reporté et qui n'eut finalement jamais lieu, au cours duquel Siveton devait lui parler de putsch. Je crois que cette affaire, en se développant, peut amener la chute de la République. C'est le seul moyen d'éviter l'invasion allemande, en la gagnant de vitesse par la reconstitution de notre armée. La veuve Siveton, quant à elle, va tout faire pour noircir la mémoire de son mari afin d'accréditer la thèse du suicide. Oh, voilà un joli coco. De qui parles-tu, mon Alfred? De l'agresseur de vieillard, du souffleteur de ministre. Tu veux dire ce pauvre monsieur Siveton qu'on a empoisonné au gaz? Ton pauvre monsieur Siveton, wesh. Figure-toi qu'il abusait de sa belle-fille, depuis qu'elle avait 13 ans. Un si bel homme. Je n'arrive pas à y croire. C'est qu'elle est un brin gironde, la petite Margot. Pour un peu, je le comprendrais. Enfin, Alfred. Eh, c'est mon journal, après tout. Un homme n'est plus maître chez lui de nos jours. Manquerait plus qu'elles aient le droit de vote, nos femmes. C'est bien ce que je pensais. La petite Margot, comme tu dis, elle se jette à la tête de tout ce qui porte culotte. Regarde, même le concierge, elle lui écrivait des lettres d'amour.
Tu aurais envie, toi, d'écrire des lettres d'amour à ton concierge? Il n'y a pas que les mœurs, ma petite Berthe. Regarde, ton ami Siffeton était aussi un voleur. Il s'est carrément servi dans la caisse de sa ligue, là, la patrie française ou je ne sais quoi. C'est pas à gauche que ça arriverait, des histoires pareilles. La mort de Gabriel Siffeton, si semblable à celle de Zola 2 ans auparavant, n'a jamais été résolue. Le parquet conclut au suicide, comme il continuera à le faire dans de nombreuses affaires plus récentes, impliquant également des hommes politiques. À côté de cette nouvelle affaire, la publication des fiches perd beaucoup de son piquant, même avec des morceaux de choix tels que « Comme les anges, n'a pas de sexe », a perdu ses attributs en Afrique, les questions qui dominent chez lui sont la femme et l'apéritif, ou, pire encore, oblige sa maîtresse à se confesser. Guyot de Villeneuve renonce à continuer, d'autant que les officiers ne sont pas ravis de voir ce genre de littérature étalée publiquement. Pour enfoncer le clou, le Grand Orient menace de publier de fausses fiches diffamatoires qui achèveraient de ridiculiser les 10 officiers. Malgré la démission de Combes, l'affaire des fiches aura finalement accouché d'une souris. Le fichage va continuer allègrement, mais cette fois sans l'aide du Grand Orient et avec le bémol de la loi de 1905 qui autorise les officiers à consulter leurs dossiers. Au cours de la guerre de 40, ironie du sort ou vengeance tardive de Pétain, Vichy allait à son tour publier au journal officiel la liste des anciens ficheurs et leur interdire l'accès à la fonction publique. La France était la nourricière des grands des prêtres et des rois qui du peuple trop débonnaire avaient usurpé tous les droits. Mais un beau jour, là de ces traîtres, le peuple faisant son devoir. Au fil de l'histoire, Patrick Légibel. Fichage des officiers, un scandale méconnu de la Troisième République, de Caroline de Kergariou, avec Éric Herson-Macarel, Georges Claes, Pierre-Jean Pagès, Philippe Ciboulet, Vincent Deboire, Olivier Claverie, Renaud Meyer et Nathalie Canouy. Bruitage Jean-François Bernard Sugy, présentation Stéphanie Duncan, prise de son, montage et mixage Bernard Laniel et Sébastien Royer, assistante à la réalisation Marie Placet, réalisation Catherine Lemire. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr. Les agents de Pitt à la ronde avaient su répandre en tout lieu que les Français rebuts du monde venaient de renoncer à Dieu. Mais le Français, malgré ses traîtres, rendit en un jour solennel hommage à l'Éternel, sans comment ni roi ni prêtre, tout en chantant la liberté.